nous avoir invités. Est-ce que je dois me mettre debout? Ou est-ce que vous m'entendez? Moi, je suis prêt à me mettre debout si nécessaire. Bon, je vais donc aborder, disons, le sujet qui m'est proposé, qui est celui de vous parler un peu de ce député, un peu hors norme, qui s'appelle Pierre Brizon, qui était né en 1878 et qui est mort en 1923, donc à 45 ans, mais dont l'existence a été marquée par plusieurs aspects sur lesquels je reviendrai, et notamment, bien sûr, son activité pendant la guerre de 14-18. Pour un peu situer le personnage, je partirai de l'hommage qui lui a été rendu par la libre penseuse Julia Bertrand, dont notre camarade Louis Couturier parle dans son livre. Julia Bertrand, au congrès de 1923, en août 1923, Brizon était mort le 1er août, et le congrès en question avait lieu les 13, 14 et 15 août, et elle a proposé qu'un vœu soit adopté par le congrès à l'occasion de la mort de Pierre Brizon. Alors je vous lis le texte. Le congrès de Lens, de la Fédération de la libre pensée et d'action sociale, ressent très douloureusement la perte faite par la libre pensée mondiale en la personne de Pierre Brizon, de qui la vie universitaire fut constamment brimée à cause de ses opinions d'avant-garde. Les libres penseurs adressent un souvenir ému et reconnaissant à celui qui se porta courageusement à Kiental pour l'œuvre de paix pendant la guerre, aux côtés de ses collègues parlementaires Alexandre Blanc et Raphin d'Ugens, et qui, non moins courageusement, refusa avec ceux-ci de voter les crédits de guerre, qui, dans le lumineux journal La Vague, s'efforça, avec d'utiles et précieuses collaborations, de réconforter les malheureux en les défendant contre l'injustice, qui, après la guerre, fut de plus en plus le vaillant anticlérical d'action sociale, l'antimilitariste, le pacifiste, ne voulant point que la guerre fût oubliée si vite, mais que l'on en tirât l'affreuse leçon pour servir au sauvetage des générations présentes et futures. Les libres penseurs d'action sociale rendent hommage à Pierre Brizon, qui n'est plus, mais restera. Donc voilà, comme nous sommes dans une réunion de la libre pensée, je voulais vous rappeler cet hommage qui a été rendu parce qu'il était socialiste et il était aussi libre penseur. Mais simplement rappeler qu'il était donc d'humble origine. Ses parents habitaient le petit village de Franchesse dans l'Allier, où d'ailleurs est basée l'association qui s'est construite il y a une douzaine d'années. Et son père était un petit propriétaire de 4 ou 5 hectares, parce qu'à l'époque, on pouvait survivre avec 4 ou 5 hectares. Et le développement de la scolarisation prolongée sous la Troisième République, de 2 auteurs, Jean-Pierre Briand, Jean-Michel Chapouli, qui sont des chercheurs au CNRS. Et d'ailleurs, leur livre a été publié par l'Institut national de recherche pédagogique. Bon, c'est une parenthèse, mais en même temps, c'est important comme parenthèse pour situer un peu ce qu'était Brizon et comment cet enfant de paysans qui n'était pas la couche inférieure de la paysannerie, parce que la couche inférieure de la paysannerie, elle était formée par à la fois les ouvriers agricoles et les métayers. Les métayers qui allaient de ferme en ferme proposer leurs services, enfin parfois ils étaient chassés d'ailleurs. Alors vous savez, l'attachement à la terre, on dit le paysan qui est attaché à sa terre. Non, les métayers ne pouvaient pas être attachés à leur terre parce que ils dépendaient du bon vouloir du propriétaire. Et c'était un système assez compliqué de rapport de subordination aux propriétaires, puisqu'ils devaient un loyer à la fois en espèces et en nature. Alors en espèces, c'était pas facile, parce que pour un métayer, pour négocier ses récoltes, ça compliquait encore les choses. Bref, il est de ce milieu-là, il a été confronté à cette situation, et ça n'est pas par hasard que lorsqu'il sera député, il va prendre en charge la défense des métayers. Et il va faire beaucoup d'interventions au Parlement sur cette question. Alors il faut aussi que j'évoque d'un mot ces tribulations de jeunes professeurs d'école normale. Parce que oui, j'ai oublié de préciser une chose, c'est qu'après l'école normale d'instituteur,
il a été aussi repéré comme un bon sujet, et il a préparé Saint-Cloud. Il a préparé l'école normale de professeur d'instituteurs. Donc il est devenu professeur d'école normale. Non seulement instituteur, mais professeur d'école normale, et toujours soucieux de répandre la culture, le savoir auquel il avait accédé auprès de moins favorisés par le sort que lui. Une époque où il était considéré comme très osé, ou comme on disait alors, c'est une littérature osée, y compris dans les milieux réputés laïques. C'est-à-dire qu'il y avait laïcité, certainement, mais c'était encore une conception, disons, réservée de la laïcité sur d'autres plans. Tout cela peut faire sourire, mais je n'évoque ici le caractère très engagé de Brison en tant qu'enseignant, parce que c'est ce qui lui a valu une carrière très mouvementée, puisque l'administration le déplaçait chaque année. Il n'a pas fait long feu dans chacun des postes où il a enseigné. Il a été déplacé de poste en poste. Alors je ne veux pas vous énumérer tous les postes qu'il a fait, mais enfin je les ai soulignés en rouge là, en jaune je veux dire. Donc Laval, voilà, 1900 il est à Laval, fin 1900 il est à Lagore, en Charente-Maritime. Alors Laval, Mayenne, Lagore, Charente-Maritime. 1900 il est à Alençon, dans l'Orne. 1902 il est à Parthenay, dans les Deux-Sèvres. 1902-1904 là, il reste 2 ans. Il est à l'école, il n'est plus à l'école normale, il est à l'école nationale professionnelle d'Armentières. Il est passé de l'école normale à l'école nationale professionnelle. À l'école nationale professionnelle de Voiron. Bref, on voit qu'il fait plusieurs postes compte tenu, disons, de l'administration qui le considérait d'un assez mauvais œil. Il va donc s'orienter vers l'enseignement technique et commercial ou l'enseignement professionnel. Il va donc changer de ministère, puisqu'il va passer du ministère de l'Instruction publique à la tutelle du ministère qui devait s'appeler du Commerce et de l'Industrie. Et il va même s'intéresser à l'apprentissage. Il va écrire un petit livre à ce sujet en 1908. Il avait vraiment la passion de l'histoire. Et il a d'ailleurs publié à ce moment-là une petite étude sur la Révolution, sur l'Église et la Révolution, qui est intéressant, qui n'a peut-être pas la profondeur du livre de Kautsky, mais enfin qui est intéressant. Et il a aussi participé à la rédaction de manuels d'histoire pour l'école primaire, dont un en collaboration avec Albert Mathiez. Donc il a été associé à Albert Mathiez, qui commençait sa carrière d'historien. À Voiron, et ça c'est intéressant à noter, dans l'Isère, donc à une cinquantaine de kilomètres de Grenoble, il fait la connaissance de Jean-Pierre Raffin d'Ugens, qui était plus âgé que lui, qui devait avoir 10 ou 15 ans de plus que lui, et qui était un instituteur très impliqué dans le mouvement socialiste et syndicaliste de l'époque. Très dynamique, très actif, et il était appelé par ses amis familièrement et affectueusement Raffut d'urgence, parce que dès qu'il y avait un problème, Raffin d'Ugens surgissait et allait s'expliquer avec l'administration. Et il était un syndicaliste à une époque où c'était pas si facile d'être un syndicaliste dans le milieu enseignant, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que nous sommes entre 1900 et 1914. L'administration, les directeurs d'école jouaient un rôle, on voulait faire jouer aux directeurs d'école un rôle presque répressif, et parfois ils l'étaient d'ailleurs répressifs, et ils étaient étroitement contrôlés. Le droit syndical ne leur était pas accordé, ce serait une bataille pour obtenir le droit de se syndiquer. Et la Fédération de l'enseignement a été à la pointe de cette bataille, et Raffin d'Ugens était un militant de cette Fédération de l'enseignement dans les années difficiles. Et lui-même, Brison, même s'il n'a pas mis au centre de son activité le syndicalisme, était syndiqué dans ce syndicat. Il est donc à Voiron au moment de la bataille pour la loi de séparation entre les églises et l'État, et il sera délégué au Congrès de Paris de la libre pensée internationale en 1905.
Et il fera aussi là-bas connaissance d'Alexandre Blanc, instituteur, futur député socialiste du Vaucluse. On retrouvera les deux noms que je viens d'évoquer là un peu plus tard. En 1910, il va être élu député socialiste de l'arrondissement de Moulins-Ouest, et donc il va cesser d'exercer sa fonction enseignante, puisque, entre-temps, il a préparé une licence de droit et qu'il est devenu avocat. Il a pu accéder à la profession d'avocat. Il participe, à ce moment-là, à la rédaction du volume de l'Encyclopédie socialiste, vous savez, ces petits livres à couverture rouge-bordeaux, qui sont dans les bibliothèques, qui figuraient dans les bibliothèques socialistes de l'époque, et il assume le volume qui est consacré à la coopération. Il écrit aussi une brochure qui s'appelle Le Blé Rouge. Il est aux côtés de Jaurès contre la loi des 3 ans, contre le militarisme, contre son mensonge, etc. Il est réélu député en avril 1914, député socialiste, avril-mai 1914, ce sont les dernières élections avant la guerre. Les autres ont lieu en 1919. Forte poussée socialiste à cette époque, puisque je crois que le groupe parlementaire socialiste passe de 60 à 100 au plan national. Et comme vous savez, l'assassinat de Jaurès, la mobilisation, le chauvinisme anti-allemand, largement entretenu par, évidemment, les médias de l'époque, notamment les journaux, dont pas mal étaient subventionnés d'ailleurs par l'ambassade russe, une chose qu'on oublie un peu, mais l'ambassade russe, parce que les Russes, le tsar lui voulait la guerre, entre autres. Il n'y avait pas que lui, mais je veux dire, ça faisait partie. Et il fallait... le tsar pensait que... Enfin, le tsarisme, d'une manière générale, pensait probablement que l'esprit républicain s'opposerait peut-être à la guerre, et donc il avait pris ses précautions, et il avait plus ou moins acheté la moitié des organes de presse qui existaient à l'époque. Et ils étaient largement et grassement subventionnés. Et je vous passe le délire chauvin dont ces journaux pouvaient être porteurs, mais c'est assez ahurissant ce qui pouvait se dire à cette époque. Donc il est submergé, notre Pierre Brizon, comme tous les autres députés socialistes, par la vague chauvine, patriotique, qui déferle à ce moment-là et qui se dissimule derrière, évidemment, le bon prétexte de la défense de la République contre l'Empire allemand, de la défense des acquis démocratiques contre ceux qui veulent casser ces acquis démocratiques parce que c'est l'Empire, et qui se cache aussi derrière le fait que les socialistes allemands n'ont pas tenu parole, et donc pourquoi les socialistes français tiendraient-ils parole? Enfin, je vous passe les détails, mais ça a été une grande tragédie de l'histoire, une des grandes tragédies de l'histoire du mouvement ouvrier. Il y en a eu d'autres, hélas, depuis, mais celle-ci, ça a été la première des grandes tragédies de trahison du mouvement ouvrier, qui a valu d'ailleurs, après moult péripéties, auquel a contribué Pierre Brizon, je parle d'un point de vue positif, a abouti à la constitution d'une nouvelle internationale, la 3e. Mais celle-là, dont je parle en ce moment, c'était la 2e. Ce qui commence à inquiéter Pierre Brizon quand il vit cette période, alors il la vit comme la plupart des députés l'ont vécu, c'est-à-dire d'un peu loin, parce que le grand quartier général avait interdit, grosso modo jusqu'au milieu 1916, les députés sont interdits de visite du front. D'ailleurs, le Parlement ne se réunit que très rarement, il se réunit quand on a besoin de voter les crédits militaires. L'activité parlementaire est très réduite, elle est mise en sommeil, je répète, à peu près jusqu'au milieu de 1916, où elle reprend un peu, il y a un regain d'activité, et notamment sous l'impulsion de députés comme Paul Meunier, de Pierre Brizon, d'un député comme Aristide Jobert, qui était un député de Lyon. Il y a une activité qui reprend un peu, mais qui se cantonne, évidemment, mis à part Brizon, Raffin Dugin, c'est ses deux amis, qui se cantonne cette activité parlementaire dans un aménagement
de la situation existante et de la conduite de la guerre. Elle se situe entièrement dans le cadre de la conduite de la guerre. Évidemment, au plan parlementaire, il n'y a pas de gens de la qualité de Rosmer, de la qualité de Monat, de la qualité du poète Marcel Martinet, ou même de Merheim et de Bourderon, qui ont été les premiers à participer. Merheim était syndicaliste métallurgiste. À l'époque, il était extrêmement sur une orientation pacifiste déterminée. Et Bourderon était un syndicaliste du syndicat du tonneau. Donc à l'époque, il y avait un syndicat du tonneau, puisqu'il y avait une grande activité de tonneliers, dont d'ailleurs Barthas participe, puisque Barthas, fameux caporal Barthas, était lui aussi syndicaliste et tonnelier. Et bien entendu, il y a aussi le comité pour la reprise des relations internationales qui se met en place, et à ce moment-là, avec ces quelques individualités dont j'ai parlé, et dont ne fait pas partie à ce moment-là Pierre Bézon. Aucun député socialiste ne fait partie de ce petit noyau de résistance pacifiste à la déferlante patriotique qui se produit et qui domine, en gros, l'opinion politique d'août 1914 à avril 1916. Je dis l'opinion politique, l'opinion des politiciens. Je devrais peut-être dire l'opinion, des politiciens, disons ça comme ça. Parce que l'expérience des poilus a été rapide. Si des poilus, beaucoup moins d'ailleurs qu'on ne l'a dit, avaient eu des illusions en août 14, parce qu'on leur avait dit, vous savez, c'est une affaire de mois, quoi, 2 semaines. Hein, on monte à Berlin, on revient, c'est fini, l'affaire est cousue, c'est plié. Vous savez qu'il n'en a rien été et que, bien au contraire, ce qu'on appelait la bataille des frontières a eu comme conséquence un repli de l'armée française jusqu'à la Marne, qui a été arrêté là un peu par hasard, parce qu'il se trouve que le chef de l'armée allemande a décidé de contourner Paris par le sud, mais s'il avait contourné d'aller plein ouest, l'affaire était pliée. Donc il fait ce choix stratégique, et Gallieni, semble-t-il, c'est Gallieni qui décide que l'occasion est belle d'attaquer l'armée allemande par le flanc. Joffre reprendra, l'idée à son compte. D'ailleurs, il dira que c'est lui qui en a été en quelque sorte le découvreur. Et ils arrivent à bloquer de cette façon les fameux taxis de la Marne, je pense le détail. Et à ce moment-là, l'armée allemande se replie sur des positions où la guerre va s'enterrer, qui est la ligne de front que les nordistes ici présents connaissent bien, puisqu'elle traverse le département du Nord, elle traverse le département du Pas-de-Calais, elle traverse l'Aisne, elle traverse l'Oise, elle traverse la Haute-Marne, etc. Et jusqu'au Vosges et même jusqu'à la frontière suisse. Les poilus eux-mêmes ont fait très vite l'expérience négative de cette guerre qu'ils ont commencé à vomir dès lors qu'ils ont souffert dans leur chair, ceux qui ont survécu, de la terrible retraite de la bataille des frontières, août, septembre, et puis après la guerre se stabilise un peu, octobre, novembre, pour vraiment s'enterrer au moment dans les tranchées en novembre-décembre. Mais vous savez que c'est aussi cette époque, cette période de la guerre où le nombre de fusillés, pour l'exemple, fut le plus élevé. Parce que Joffre a dit, c'est très simple, pourquoi nous nous sommes repliés? C'est parce que le poilu français est lâche. Donc le poilu français est lâche, il faut faire marcher la machine à fusiller, pour l'exemple, à fond. Et les culottes de peau ne se sont pas privés de faire marcher la machine à fusiller. Mais les députés n'est pas forcément au courant de tout ça. Il y a eu quand même une situation d'omerta. Il y avait une connaissance au plus haut niveau du gouvernement de ce qui se passait, mais au niveau de l'opinion politique, même celle des députés, peu de choses étaient connues.
Enfin, l'acte décisif de rupture de Pierre Brison avec l'Union sacrée a été préparé par les inquiétudes qu'il a eues assez vite sur, en quelque sorte, l'autonomie d'action du grand quartier général. Parce que la France, non seulement la ligne de front, toute la zone de front était partagée en différentes zones contrôlées par le grand quartier général, mais y compris dans l'Hexagone, il y avait des régions militaires et également en Afrique du Nord. Et il a constaté que le grand quartier général exerçait une dictature avec évidemment la complicité absolue des dirigeants du gouvernement, notamment des ministres de la guerre, Messimy et puis Viviani, et puis évidemment le président de la République Poincaré, parce que Poincaré la guerre avait poussé, lui, aux ordres du tsar, il avait poussé au conflit, au déclenchement du conflit. Ça commence à lui poser quelques problèmes. Et il est mis au courant de ce qu'il suit un peu, cette activité dont on parle un petit peu à l'étranger, ces gens qui s'efforcent de renouer un peu les fils qui ont été cassés, terriblement déchirés pour ne pas dire rompus, par l'Union sacrée, par le déclenchement de la guerre. Et il a une oreille attentive à ce qui se passe à Zimmerwald. Et finalement, en 1915, à Zimmerwald, donc c'est la première réunion internationaliste pour la paix qui va se tenir. Il n'en est pas. C'est Bourderon et Merheim qui ne sont pas des parlementaires qui participent à cette première réunion internationale, laquelle des grands noms, de ceux qui deviendront des dirigeants de la révolution russe, sont associés, puisque à l'époque il y a Lénine, il y a Trotsky, il y a Zinoviev et d'autres qui participent à Zimmerwald, qu'on retrouvera en partie à Kiental, sauf Trotsky, parce que lui il aura été expulsé de France et qui ne pourra pas y participer, et puis d'autres qui ne pourront pas y participer. Il a donc entendu cela, il s'est dit, voilà, quand même, il y a un problème, il faut tenter de revivifier l'international, parce qu'il est sur cette orientation à l'époque. Et il va profiter du fait, entre guillemets, profiter du fait que ceux qui avaient été prévus pour participer à la conférence de Kiental, qui se tiendra du 24 au 30 avril 1916, étaient dans l'incapacité de le faire parce que le gouvernement français leur refusait leur visa, leur passeport. Profiter du fait qu'il était parlementaire, et donc il pouvait circuler plus librement que les autres, pour, avec ses deux amis, dont il avait fait connaissance à Voiron, Jean-Pierre Raffin-Dugens et Alexandre Blanc, participer à la conférence de Kiental en Suisse. Il a donc 38 ans quand il participe à cette conférence de Kiental, entre le 24 et le 30 avril 1916. Ça, c'est vraiment, je peux dire, le vrai tournant de sa vie politique. Parce qu'il va devenir un député socialiste, pacifiste, internationaliste, et c'est une première en France. Je ne parle pas de l'Allemagne. D'ailleurs, le discours plus précisément, que fait Brison le 24 juin 1916. Le 24 juin 1916, après Kiental, il va y avoir vote des crédits de guerre. Et à cette occasion, Brison va faire un discours sur lequel je reviendrai, mais sachez qu'il va citer abondamment les positions des socialistes, de la minorité socialiste dirigée par Karl Liebknecht. Et donc il va faire valoir dans le Parlement français les positions de Liebknecht en les reprenant à son compte du point de vue français. Alors, il participe à Kiental, je reviens un peu en arrière, avec ses conceptions de parlementaires français. Brison n'est pas un révolutionnaire, dans le sens où s'il fixe à l'action politique socialiste un but de transformation sociale, en rupture avec le régime capitaliste, il a une conception jauréciste,
il conçoit la marche vers l'objectif du socialisme en termes essentiellement électoraux. Même si il participe, il reconnaît l'importance de la lutte de classe, pour lui, cette lutte de classe est subordonnée finalement essentiellement à l'action parlementaire. Alors à Kiental, évidemment, les débats ont été relativement tendus entre l'aile révolutionnaire, j'ai cité tout à l'heure quelques noms, je n'y reviens pas, et l'aile parlementariste, dont Brizon était finalement le représentant, mais qui était très petite, cette aile, à l'échelle internationale, mais enfin qui existait, et ils étaient séparés par des divergences importantes, mais finalement, le sens aigu dont la plupart des participants de Kiental, le sens politique aigu, ont fait preuve, a fait qu'ils ont fait bloc à l'unanimité autour d'un manifeste, et de résolutions diverses, autour d'un manifeste dont la rédaction fut confiée à Pierre Brizon lui-même. Et c'est la preuve quand même que cet homme, que finalement rien ne préparait vraiment à s'associer, à être, oui, en relation politique étroite avec des militants comme Lénine ou des militants comme Liebknecht, parce que Liebknecht n'a pas pu participer, mais il a envoyé un message, eh bien, puissent travailler ensemble, au moins sur un objectif commun. Donc, je voudrais vous lire rapidement quelques extraits de ce manifeste de Kiental, qui pour moi est quand même un document politique important, qui s'intitule « Au peuple qu'on ruine et qu'on tue, prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Alors on reconnaît bien le style d'ailleurs de Brizon, 2 ans de guerre mondiale, 2 ans de ruine, 2 ans de massacre, 2 ans de réaction. Qui donc est responsable? Où sont donc derrière ceux qui au dernier moment ont allumé l'incendie, ceux-là qui l'ont voulu et préparé depuis un quart de siècle? Ils sont parmi les privilégiés. Lorsque, au mois de septembre 1915, au-dessus de la mêlée, des passions guerrières déchaînées, nous, socialistes des pays belligérants et neutres, réunis fraternellement à Zimmerwald pour sauver l'honneur du socialisme et dégager ses responsabilités, nous disions déjà dans notre manifeste, les institutions du régime capitaliste qui disposent du sort du peuple, les gouvernements, etc., la presse capitaliste, l'Église, sur elle pèse toute la responsabilité de cette guerre, surgit d'un ordre social qui les nourrit. C'est pourquoi chaque peuple, comme l'a dit Jaurès, quelques jours avant sa mort, est apparu à travers les rues de l'Europe avec sa petite torche à la main. Ça fait partie du discours que Jaurès a tenu dans la banlieue de Lyon. Après avoir couché dans la tombe d'un million d'hommes, désolé des millions de familles, fait des millions de veuves et d'orphelins, après avoir accumulé ruines et ruines, ruines sur ruines, et détruit irrémédiablement une partie de la civilisation, cette guerre criminelle s'est immobilisée. Malgré les hécatombes sur tous les fronts, pas de résultat décisif. Pour faire vaciller seulement ces fronts, il faudrait que les gouvernements sacrifient des millions d'hommes. Ni vainqueurs, ni vaincus, ou plutôt tous vaincus, c'est-à-dire tous saignés, tous épuisés. Tel sera le bilan de cette folie guerrière. Les classes dirigeantes peuvent ainsi constater la vanité de leurs rêves de domination impérialiste. Ainsi, une nouvelle que seuls ont bien servi le pays, ceux des socialistes qui, malgré les persécutions et les calomnies, se sont opposés dans ces circonstances au délire nationaliste en réclamant la paix immédiate et sans annexion. Que nos voix nombreuses crient avec les nôtres « À bas la guerre, vive la paix ». Alors je vous fais grâce de tout le développement, mais c'est très intéressant parce que à la fin, ça se conclut par exiger la fin, ne votez plus les crédits de guerre, ça appelle aux députés socialistes de tous les pays de ne plus voter les crédits de guerre, et d'exiger le départ du gouvernement des socialistes qui faisaient partie du gouvernement, dont notamment les socialistes français, puisque vous savez qu'à travers 3 grandes figures d'ailleurs, enfin au moins 2 des 3 grands étaient des grandes figures, Édouard Vaillant, qui était des ministres sans portefeuille, Jules Guesde, ministre également sans portefeuille, mais une caution extraordinaire, puisqu'il était dirigeant de la SFIO, et Albert Thomas, qui, sous-secrétaire d'État à l'armement, eh bien, les socialistes ont été partie prenante du gouvernement d'Union sacrée qui a mené la guerre de la Première Guerre mondiale
de caractère, hélas, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin de caractère impérialiste. Alors ce manifeste, rédigé par Pierre Brizon, dont je vous ai lu quelques extraits, sera donc adopté à l'unanimité des participants de la conférence de Kiental, et il sera diffusé par le Comité pour la reprise des relations internationales, dont Rosmer fut un des animateurs avec Pierre Monat, aussi largement que possible, dans les conditions du moment, où, ne l'oubliez pas, je ne l'ai pas dit, mais il faut savoir que la France, entre 1914, enfin entre août 14 et novembre 18, était en état de siège, que les libertés démocratiques étaient des plus réduites, et qu'une telle réunion, celle que nous faisons là aujourd'hui, aurait été impossible, que seules étaient autorisées des réunions de caractère syndical, strictement corporatif, et avec un policier dans la salle, qui faisait son rapport. Il n'y avait rien qui pouvait être dit qui ne fût connu des dirigeants du gouvernement. C'était véritablement un quadrillage policier extrêmement efficace. Vous savez aussi que la censure régnait sur le courrier, et que toutes les lettres, alors pas toutes les lettres bien sûr, mais qu'il y avait un organisme spécial de censure qui existait, je crois que c'est à Bordeaux, et qui centralisait le problème, enfin qui centralisait le courrier, et on procédait à la lecture critique des courriers des poilus, de même à la fois le courrier qu'ils envoyaient et le courrier qu'ils recevaient. Il y avait un système de censure extrêmement perfectionné. L'historien Reifus a consacré un livre à étudier un peu cette question. C'est d'ailleurs à travers ce qui est resté de ce courrier qu'on a pu avoir une idée un peu précise de l'état d'esprit des poilus. Parce qu'ils s'autorisaient avec précaution, parce qu'ils savaient que la censure existait, mais ils laissaient quelquefois... il y a aussi des lettres qui ont échappé à la censure, parce qu'on procédait par sondage. Donc, ils n'ont pas pu lire l'immense courrier, c'est des millions de lettres. Mais il faut savoir donc que les conditions de vie, les conditions politiques durant la guerre étaient des conditions de dictature. Il faut dire les choses clairement. Donc ce manifeste du Comité pour la reprise des relations internationales contenant le manifeste de Kiental au peuple qu'on ruine et qu'on tue sera diffusé dans les conditions que j'ai tout à l'heure évoquées. Et on a une lettre du caporal Bartas qui est adressée à Brizon, parce que je reviendrai pourquoi, je ne me rappelle plus où elle est cette lettre, je croyais l'avoir... Enfin, peu importe. Bartas, dans un courrier adressé à Pierre Brizon, explique qu'il a reçu la documentation, donc y compris sur le front. Il s'était arrangé pour que la documentation puisse circuler. Il le remercie de l'intervention qu'il a faite et sur laquelle je vais revenir maintenant, le 24 juin 1916. Pour moi, Pierre Brizon a acquis une importance historique par le courage dont il va faire preuve avec ses deux collègues, Alexandre Ban et Jean-Pierre Raffin-Dugens, dont il était le porte-parole. Tous les trois, ils s'étaient mis d'accord pour que ce soit Pierre Brizon qui soit leur porte-parole. Le 24 juin 1916, devant un Parlement ultra-patriotique, d'un patriotisme déchaîné, d'un chauvinisme exacerbé, et face à une fraction parlementaire de son propre parti qui lui était totalement hostile, ou pour partie gêné, parce qu'il y avait ceux qui étaient franchement hostiles et ceux qui disaient, qui disaient rien, mais qui étaient mal à l'aise, c'est-à-dire ceux qu'on appelait la minorité socialiste. La minorité socialiste qui cherchait à prendre ses distances avec la majorité, mais sans faire de coups d'éclat, et qui, en particulier, continuait à voter les crédits de guerre, et qui était notamment assez forte dans le Limousin.
dans la région de Limoges, où il y avait un journal, le Populaire du Centre, qui se faisait un peu disons, le vecteur de ces idées pacifistes modérées, dirons-nous. Puisqu'elle n'allait pas jusqu'à la rupture, jusqu'à dire non à la poursuite de la boucherie. Et je pense que le grand mérite de Pierre Brizon, c'est d'avoir, ce 24 juin 1916, su dire non à la poursuite de la boucherie en refusant de voter les crédits de guerre. Et les conditions dans lesquelles il a fait cette intervention sont des conditions quand même assez difficiles, puisque pratiquement son discours a été, disons, rendu inaudible par les manifestations d'hostilité qui se sont déchaînées à la Chambre. Hein, mais alors vraiment, avec des insultes, sale boche, va dans ton pays, retourne dans ton pays, enfin que sais-je. Et il a quand même tenu devant la tempête, le président de séance en permanence l'interrompant, enfin bref, je relate ça dans mon bouquin, parce que je trouvais que ça méritait quand même de passer à la postérité. Je vous lis quelques extraits. Hein. Messieurs, alors c'est le 24 juin, là, il est devant la tribune. Messieurs, après 2 ans d'une guerre qui dévaste l'Europe, la ruine, la saigne, la menace d'épuisement, les gouvernements des pays belligérants demandent encore des milliards et encore des hommes pour prolonger cette guerre d'extermination. Au moment d'un vote si grave, notre pensée se tourne vers la paix, dans la liberté, vers ceux qui travaillent avec la conscience d'accomplir le plus beau devoir qui soit au monde, vers les courageux socialistes de la minorité allemande. Applaudissements sur divers bancs à l'extrême gauche, mouvement divers, ça commence un peu. Et Mayeras, qui fait partie de cette minorité modérée, socialiste, qui crie quand même vive Liebknecht. Mais vive Liebknecht, parce que les Allemands, eux, ils ont des responsabilités, donc c'est bien qu'ils se prononcent contre leur gouvernement. Mais nous, c'est autre chose. Monsieur Émile Faure, vous ne pouvez pas dire que la minorité allemande a eu ce courage. Alexandre Blanc, moins ils sont nombreux, plus ils ont le courage. Alors, Brizon reprend. Minorité allemande, qui sont l'espoir du monde dans les combats contre le fléau le plus terrible qui se soit jamais abattu sur les hommes. Ils luttent contre la guerre, ils luttent pour la paix immédiate et sans annexion, et voici ce qu'ils disent. Alors ils citent entièrement le document issu des travaux de la minorité allemande, qui dit entre autres: la prolongation de la guerre n'est plus depuis longtemps déjà qu'une barbarie militairement inutile. Il faut arrêter la guerre, assez de morts, assez de ruines, assez de souffrances, enfin, etc. À ces hommes-là, messieurs, mes amis Alexandre Blanc, Raphaël Dugin et moi, avec la certitude que notre geste ne tombera pas dans le vide, avec la conviction d'agir en bon français comme en bon socialiste, alors bon, c'est nuancé, nous tendons nos mains fraternelles du haut de la tribune française. Alors Alexandre Blanc et Raphaël Dugin, très bien, ils encouragent évidemment Brizon. Eux et nous, Brizon reprend la parole, nous sommes fidèles aux antiques décisions des congrès socialistes internationaux, d'après lesquels, si la guerre éclate malgré tout, c'est le devoir des classes ouvrières de s'entremettre pour la faire cesser promptement. C'est effectivement ce qui avait été voté en 1912. Pour aider ces hommes dans leur rude combat contre la guerre, pour la paix sans annexion, pour un armistice immédiat, nous déclarons que leurs paroles citées sont aussi les nôtres. Nous protestons contre le discours de Nancy. Alors je passe, mais Poincaré avait fait un discours ultra chauvin à Nancy. Alors interruption et bruit, parce que au Parlement français, à l'époque, il était interdit de mettre en cause la personne du président de la République. On ne pouvait jamais le citer. Etc. Retournez donc en Suisse. Alors le président, je ne laisserai pas mettre ici en cause la personne de monsieur le président de la République. Je conclus. Monsieur Alexandre Blanc, nous reconnaissons que notre déclaration aura plus de succès dans les tranchées qu'ici. Vive protestation, vive exclamation prolongée. Bref, c'est dans les pires conditions que Brizon a pu faire cette prise de parole, qui est quand même la prise de parole historique que nous avons retenue comme date de fondation de notre association Pierre Brizon dans l'Allier. Et tous les 24 juin, on va, 24 juin, 25, 26, mais on rend hommage
à ce vote historique contre les crédits de guerre. On a réussi à installer un peu dans le paysage, disons, cet hommage. La municipalité a fait aménagé sur la place Pierre-Brisson une sorte de petite table sur laquelle on a mis une plaque. Et le jour de notre colloque, puisque le 27 juin on a un colloque à Franchesse, on rendra de nouveau hommage à Brisson. Alors cette prise de position, de mon point de vue, mérite de sortir de l'ombre. Mon bouquin sert à cela prioritairement. Donc la diffusion de ce livre, évidemment, en est modeste, mais je ne désespère pas qu'il incite peu à peu les historiens à intégrer dans leur exposé des faits, dans leur regard sur ces derniers, ces événements et ces suites. Et j'ai eu la satisfaction de constater que dans quelques ouvrages d'histoire, d'historiens maintenant, dont notamment Jean-Yves Le Naour, qui est un historien très prolixe, et en même temps un scénariste de bande dessinée, enfin, etc., il avait intégré le personnage de Brisson, donc il en parle. De même que Rémi Casals s'en parle dans un de ses livres. Donc ce personnage de Brisson se réintègre un peu, ou est réintégré un peu dans la mémoire collective, pour reprendre une formule fameuse. Ce qui est aussi notable, c'est qu'un historien et un linguiste, en 1990, je crois, je ne me rappelle plus exactement la date du livre, enfin, pas 1989, ont sorti un bouquin qui est en fait la reprise de toutes les lettres que Pierre Brisson a reçues après le vote historique du 24 juin et qui porte le titre de ce que l'un des épistoliers écrit dans ce livre, « Nous crions grâce », à savoir les poilus, nous crions grâce parce que nous voulons que tout cela cesse. Et c'est 150 lettres de pacifistes qui sont réunies là, que Pierre Brisson a reçues entre juin et novembre 1916. Alors, je veux vous en lire l'extrait d'une, parce que on ne peut pas... Mais ce livre a été pour moi un déclic. J'ai commencé à m'intéresser au personnage de Pierre Brisson en 1999. Oui, je dis bien 1999. Une exposition avait lieu à Lurcy-Lévis, à côté de Franchesse, et notre camarade de la libre pensée, Jacques Lachaise, animait là-bas une exposition où il y avait les journaux de la vague, il y avait beaucoup de témoignages, et il y avait ce livre. Et ce livre, vraiment intéressant. Et ensuite, j'ai pu en voir les originaux quand je suis allé travailler chez Bernard Brisson, le petit-fils de Pierre Brisson, que il n'a pas connu évidemment son grand-père. Il a d'ailleurs été élevé par son oncle. Donc le petit-fils de Pierre Brisson, quelque part dans le Midi, là-bas du côté de ce qu'on appelle l'Hérault supérieur, avait ses originaux de lettres, et c'est très émouvant de voir ces choses-là. Alors voilà ce que dit par exemple Noël Toussaint, 28e section du parti socialiste, parce qu'il y a quelques locuteurs socialistes dans ces lettres, des 78e régiment d'infanterie, enfin peu importe. Mon cher Brisson, 27 juin 1916, permettez-moi ici de vous adresser modestement l'admiration que j'éprouve pour votre attitude franche et loyale. Qui de nous aurait dit et pu prévoir toutes ces fausses attitudes de la majorité de notre parti socialiste, hélas, avec quel poignant regret je constate l'abandon de tout ce qui fut notre idéal, ce qui fut la chair de notre chair, éternelle duperie humaine. Que sont devenus nos matamores de l'internationalisme et de l'antimilitarisme évanoui devant l'incendie européen allumé par nos ennemis d'hier, d'aujourd'hui et de demain, du moins auraient-ils eu la pudeur de cacher leur volte-face dans le silence et dans l'oubli. N'oubliez pas, mon cher Brisson, que nous sommes peut-être plus nombreux derrière vous que vous ne l'espérez. Nous connaissons assez la mentalité de nos ennemis, leurs amours actuels ne nous entraînent pas, nous repoussons du pied cette monstrueuse union sacrée, ce mariage de la carpe et du lapin. Il est des faits que si l'on n'est pas aveugle, on est obligé de constater qui sont les classes qu'à l'heure actuelle on saigne à blanc, et si ce n'est ces malheureuses classes de prolétaires de tous les pays. Et demain, qu'y aura-t-il de changer, sinon l'anéantissement d'une partie de ces classes et un renforcement des autres? Alors, j'ai pris cet exemple de lettres, il y en a quantité, hein, qui méritent d'être citées. Simplement le passage d'une autre,
qui mérite lui aussi, je crois, d'être retenu. Honneur à vous trois, parce que c'est Raffin Dugens et Blanc aussi qui sont concernés, qui avaient essayé de sauver l'honneur de la classe ouvrière, traînée dans la boue par ces élus qui l'ont si lâchement trompé. En ce moment, cette classe ouvrière se sépare de ces élus traîtres et vous crie à vous trois, à votre tour, de vous séparer de cette caste qui, plus tard, vous ferait rougir. Organisez, fondez un parti et chassez ces hypocrites. La classe ouvrière vous suivra. Tandis que si c'est le contraire, ce parti socialiste serait mort, ces ouvriers qui ont été trompés ne voteront pas et les capitalistes seront triomphants. Ayez pitié de la classe ouvrière, sauvez-la de l'abîme, vous trois, vous le pouvez, fondez un nouveau parti, le parti des exploités ou le parti prolétaire, mais abandonnez l'étiquette socialiste, car elle est sale et bien sale, etc. etc. C'est extraordinaire de voir que en 1916, écrit par quelqu'un dont on n'a pas la signature est rendue illisible parce qu'il craignait la censure, de voir cette intuition de la nécessité d'un nouveau parti. C'est assez extraordinaire de constater ça. Et donc c'est un événement aussi, toutes ces lettres envoyées à Brizon participent de la construction du personnage. Alors il faut savoir aussi que Pierre Brizon a été considéré comme quelqu'un contre lequel il fallait combattre, et on a cherché beaucoup à le ridiculiser. Je pense que il y a eu un personnage un peu douteux qui s'appelle Henri Guilbeault, qui passe pour un internationaliste, mais qui en fait était très probablement, d'après ce que m'a dit Jean-Jacques Marie, l'historien bien connu, était très certainement déjà au service de la police, et qui fait un compte-rendu de Quiental extrêmement défavorable à Pierre Brizon, que Rosmet reprend en partie parce qu'il n'avait pas les préventions contre Henri Guilbeault, il ne savait pas exactement quel était le personnage, et le personnage qui est devenu pro-fasciste dans les années 30. Bon, tout ça c'est sous réserve. Je n'ai pas la preuve que Guilbeault a écrit une charge, que c'est mu par des considérations policières, mais je ne serais pas très étonné qu'il en soit ainsi. Il a rencontré l'hostilité très vite et il a été l'objet comme je l'ai dit, de calomnies. Par exemple, une de ces calomnies prend la forme d'une sorte de pièce de théâtre, imaginée par je ne sais quels auteurs, qui ont rédigé une sorte de revue, ça s'appelle comme ça, une revue spectacle, dans laquelle Pierre Brizon est ridiculisé, et qui a été donnée à l'arrière du front à des officiers d'artillerie. Pourquoi les officiers d'artillerie, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on a rédigé, disons, cette pièce, et c'est une pièce qui tourne en ridicule, Pierre Brizon, qui tourne en ridicule ceux qui veulent la paix, parce qu'il fallait prémunir le poilu contre ceux qui leur parlaient de paix. Et certains, même dans ces lettres, disent « mais s'il faisait un référendum dans les tranchées, il verrait tout de suite qui est la majorité sur cette question de la paix ». Alors je vous dis ça parce que, là encore, ça donne un peu les enjeux qui n'étaient pas si simples durant la Première Guerre mondiale, de ceux qui, sur le terrain, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'en France, le défaitisme était pourchassé, et il était difficile, parce qu'il y avait quand même près de 10 départements français qui étaient occupés. Et c'est plus facile d'être défaitiste dans un pays où il n'y a pas, disons, d'occupation par l'armée en face, que dans un pays où il y a une occupation par l'armée d'en face. Et donc il y a eu ces problèmes. Et il a été suspendu du droit de siéger pour un incident que je vous relate, ou plus précisément que Aristide Jobert, qui est un parlementaire dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'Aristide Jobert relate dans son livre, Souvenir d'un ex-parlementaire. Et sous le titre Camaraderie socialiste, il explique ça.
J'exposerai plus loin pour quelles raisons socialistes, entre guillemets, j'ai dû rompre étant député avec le parti dit unifié. Auparavant, je vais relater un autre exemple de la bonne camaraderie qui régnait et qui règne toujours et de plus en plus entre les membres du groupe socialiste parlementaire. Le 11 décembre 1916, à propos de la discussion du budget, le citoyen Pierre Brison, député de l'Allier, prit la parole pour dénoncer, selon son point de vue, les gaspillages du budget. Ça a été une de ses interventions. C'était son strict droit de représentant du peuple. Au cours de son discours, un député du Centre, M. Bouge, il faut dire que là, parfois, les hasards font bien les choses, député de Marseille, lui jeta cette monstrueuse insulte. « Combien avez-vous touché de l'Allemagne pour dire cela ?» Alors, sous le jet de bave, Brison pâlit, puis reprenant le verre d'eau traditionnel qui se trouvait à portée de sa main droite, envoya contenu et contenant dans la direction de l'insulteur sans l'atteindre d'ailleurs. Bouge renvoya à son tour le verre par la figure de Brison, bon, etc., je vous passe le détail, mais à la reprise de la séance, le président Deschanel donna lecture de la proposition du bureau. Sans tenir compte de l'agression ignominieuse du député Bouge, le bureau proposait contre Brison la peine de la censure avec exclusion temporaire, interdiction de paraître au Palais Bourbon pendant 30 séances et suppression de l'indemnité parlementaire. Et ça a été adopté. Donc ça veut dire que pendant 2 mois et demi, il est resté à l'écart, il a été interdit de Parlement. Interdit de Parlement et interdit d'indemnité parlementaire. Donc il avait ses amis qui l'ont un peu aidé, mais voilà, ça n'a pas été une prise de position sans conséquence. C'est ce que je voulais faire comprendre. En cherchant bien sûr, j'ai constaté que finalement, cette intervention de Pierre Brison, outre les lettres qui sont là-dedans, qui sont déjà assez nombreuses, puisqu'il y en a 154, j'ai trouvé dans un autre livre, écrit par un mitrailleur, qui s'appelle Camille Rouvière, qui était aussi un musicien d'ailleurs, qui a donc fait la guerre, et qui était un poste de mitrailleur, et ses descendants ont publié son journal sous la forme, avec le titre suivant, Journal de guerre d'un combattant pacifiste. Et il rapporte la tenue de la conférence de Zimmerwald. Les permissionnaires, vous le verrez, jouent un rôle de premier plan. Le 23 décembre 1916, il porte à la connaissance l'intervention de Pierre Brison du 13 décembre à la Chambre, celle qui a valu à Brison de se faire exclure. Et Camille Rouvière conclut son propos à la suite de la publication du journal officiel, parce qu'au moins le journal officiel publiait ce qui était... publiait jusqu'au 24 juin 1916 ce qui s'était dit. Et puis après, les chopages et la censure vont également intervenir au niveau du journal officiel. Malheur, dit Rouvière, malheur à nous, la tribune, la presse, la religion, l'argent, les gendarmes et le poteau d'exécution, ils ont tout pour eux contre nous. Nous n'avons, nous, que de rares, de sporadiques Pierre Brison. Donc, y compris là-bas, sur le front, il y avait cet hommage qui avait été rendu. Donc, il fallait contrer cet impact, et c'est ce qui explique cette cette pièce de théâtre, si on ose ainsi dire, cette revue. J'ai fait à ce sujet, j'ai eu connaissance de cette pièce par hasard. C'est un ami de la libre pensée qui avait ça dans son grenier. Il y avait cette espèce ces quelques pages avec cette pièce dirigée contre Brison. Et puis, pour conclure mon propos, parce que je crois que j'ai peut-être un peu abusé de patience, je voudrais conclure en parlant de ce qui a beaucoup tenu à cœur de Pierre Brison, à savoir la création d'un journal. La création d'un journal qu'il a appelé La Vague. Bien entendu, il y avait le côté métaphorique, la vague qui va submerger le capital, en finir avec l'exploitation. Et il parvient à créer ce journal qu'au début 1918. Ah, pardonnez-moi, j'ai oublié dans mon propos de vous signaler un point très important dans l'activité parlementaire de Pierre Brison. Je suis obligé de revenir un peu en arrière. C'est qu'en juin 1917, les échos des mutineries parviennent évidemment jusqu'à Paris,
et à la Chambre, et Pierre Brizon fait une intervention à la Chambre pour dénoncer le sort fait aux fusillés pour l'exemple. Je le signale parce que c'est quand même un point aussi important dans l'activité qui a été la sienne. Il a dénoncé très violemment devant la Chambre les fusillés pour l'exemple, dont vous savez qu'il y a eu un regain, entre guillemets, parce que regain, on lui donne une connotation positive, en mai-juin 1917. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu passage du commandement en chef de Nivelles à Pétain, il y a eu beaucoup de condamnés à mort, moins d'exécutions que de condamnés, heureusement, mais enfin il y en a eu quand même près d'une quarantaine. Et à ce moment-là, le droit de grâce, qui avait été rétabli en avril 1916, a été de nouveau supprimé à la demande de Pétain. Il n'y avait plus de recours en grâce possible auprès du président de la République. Et donc, Brizon a pris la parole pour dénoncer cet état de fait, et du haut de la tribune du Parlement, quand même, il y a eu quand même cet écho de ce qui se passait de terrifiant sur le front du côté du chemin des Dames. Donc, ils fondent la Vague. En 1918, 1er janvier, enfin 7 janvier 1918, numéro 1 de la Vague. Ce journal a occupé une place originale dans la presse. Il se voulait débourreur de crâne. Il avait une grande confiance dans la propagande, notre ami Pierre Brizon. Il pensait que par la propagande, par l'explication, on arriverait à enfin arriver au socialisme. C'est quand même un journal qui va tirer jusqu'à 200 000 exemplaires, nous dit Brizon, et même si peut-être il a exagéré, on peut dire qu'il a eu un tirage extraordinaire, puisqu'il a tiré jusqu'à 100 000 exemplaires. Non, 200 000 exemplaires. Alors je vais vous donner une idée de son talent de journaliste en vous lisant l'article La Victoire. Mais je ne veux pas vous lire tout, parce que c'est un peu long aussi. Mais lorsque l'armistice a été déclaré en 1919, alors on s'est réjoui, c'était la victoire. Eh bien, Pierre Brizon ne considérait pas que c'était le moment de chanter victoire. Non, non, ne fêtons pas la victoire. La victoire, c'est la guerre, et la guerre, c'est la mort. Il y a trop de morts. Moi, je travaillerai tout le jour dans mon champ, je mettrai des voiles noirs à la barrière, m'écrit un pauvre vieux vigneron dont les fils sont morts sous la mitraille. Il faut faire comme le vigneron, travailler, rester chez soi, fermer ses portes, mettre des crêpes. Nos cœurs sont tristes devant les tombes, nos cœurs sont tristes devant les ruines. Nos cœurs sont tristes devant les misères et les souffrances qui continuent à sortir de la guerre. Aux brutes qui ont voulu cela, laissons la fête et la joie. On ne fête pas la mort de 10 millions d'hommes. On fête la vie, et ils ne demandaient qu'à vivre. On fête le travail, et ils ne demandaient qu'à travailler comme le vieux vigneron dans la vigne. On fête la science et le bonheur, et ils ne demandaient qu'à s'instruire dans l'art d'être heureux. L'Europe dorée, qui tenait le gouvernail, a sacrifié ces 10 millions d'hommes à des intérêts odieux, à des préjugés terribles. Elle les a conduits au naufrage éternel. Elle les a jetés aux abîmes de la mort. Et toutes les fêtes de la victoire, tous les cris, tous les drapeaux, toutes les phrases, tout le chiquet et tout le théâtre ne les ressusciteront pas. Et tout le reste est dans ce ton. C'est un beau texte qui exprime l'indignation qui a été celle de Brizon par rapport à cette boucherie innommable qu'a été la guerre de 14-18, sur laquelle, à mon avis, on n'a pas fini de réfléchir, parce qu'à mon avis, c'est la matrice de toutes les horreurs qu'on a pu connaître dans les années et les décennies qui ont suivi. C'est là que s'est élaborée finalement la puissance industrielle de la mort. Ça n'est pas qu'une phrase, parce qu'il y a eu quand même, au total, alors on peut dire la Seconde Guerre mondiale, parce que l'industrie justement avait fait beaucoup de progrès, entre guillemets, il y a eu plus de morts. Mais s'agissant des militaires, parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans la Deuxième Guerre mondiale, parce que beaucoup de civils, mais en ce qui concerne les militaires, ça a été la Première Guerre mondiale qui a été la plus atroce. Les conséquences, 1 350 000 morts du côté français, 1 900 000 du côté allemand, combattaient d'ailleurs sur deux fronts. C'est dire que du côté français, je
dirais, le coefficient de mortalité a été plus fort. Environ 400 000 mutilés, mutilés souvent de la face, on sait ce que ça veut dire, 100 000 ayant perdu la raison, sans compter tous ceux qui ont été, marqués à vie par ce qu'ils avaient vécu, qui ont été souvent des taiseux, comme Tardy le dit bien dans sa bande dessinée, souvent devenus alcooliques, parce que la guerre et l'état-major ont évidemment largement diffusé le roi Pinard, qui permettait de monter à l'assaut dans des conditions où un homme normal ne pouvait pas monter. Donc c'est la forme de drogue de l'époque. Il faut avoir tout ça en tête, à mon avis, pour mesurer finalement ce qu'a été cette guerre. Alors on pourrait évoquer d'autres aspects de l'action de Brizon. On pourrait évoquer le fait qu'il a rejoint le Parti communiste à son congrès de Tours, qu'il a donc rejoint la Troisième Internationale, qui resta quand même un peu en marge, parce qu'il tenait à son journal. Et qu'évidemment, au sein d'un parti, il est difficile d'avoir deux journaux. Et que lui, il est resté attaché à ce qu'il avait fondé. Et il ne voulait pas soumettre son journal à une supervision quelconque. Donc il y eut conflit. Et il fut exclu du Parti communiste en 1922. Alors l'ironie de l'histoire, c'est qu'il est exclu par un parti dirigé alors par des gens comme Marcel Cachin et Ludovic Oscar Frossard, qui avaient été des jusqu'au-boutistes acharnés durant la guerre. Marcel Cachin s'était fait le porte-parole de l'intervention en Italie. Et il a été un des... évidemment, le Parti communiste français, dans son histoire, l'a oublié, mais il a été celui qui a cherché à convaincre les socialistes italiens de ne pas faire obstacle à l'entrée de l'Italie en guerre, puisque l'Italie entre en guerre en 1915, si mes souvenirs sont bons, et c'est le produit aussi de l'activité de Marcel Cachin, entre autres. Et quant à Ludovic Oscar Frossard, il avait été un des artisans de l'Union sacrée. Je passe sur le devenir qui a été le sien par la suite, puisqu'on le retrouve assez ami du régime de Vichy. Notre ami Brizon a donc ressenti beaucoup d'amertume à l'égard de cette situation, et il s'est raidi dans une attitude d'hostilité. Et puis il eut ensuite à connaître bien des déboires, que je résume. Il avait épousé, durant la guerre, la romancière Marcelle Capi, qui était d'ailleurs rédactrice à La Vie ouvrière, et qui, voyant la tournure prise par La Vie ouvrière, c'est-à-dire l'organe officiel de la CGT, qui a participé à l'Union sacrée, avait décidé de quitter, par protestation contre cette orientation, de quitter la rédaction, et qui s'était consacrée à son travail d'écrivaine, comme on dit maintenant, de romancière, et qui a épousé Brizon, parce qu'ils ont travaillé ensemble, et elle était un brin mystique. Elle a été surtout manipulée par une sœur à Poigne, qui était trésorière du journal La Vague, peu scrupuleuse, qui dominait cette sœur, et du même coup, la rupture a eu des conséquences très fâcheuses pour Brizon. Le titre La Vague lui est retiré, la trésorerie, elle disparaît, et il se retrouve... il n'était plus député, puisque aux élections de novembre 19, il est balayé, pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que il fait une liste socialiste officielle avec les militants, les dignitaires socialistes locaux, et parmi ces dignitaires socialistes locaux, il y en avait beaucoup qui avaient été d'Union sacrée. Alors, je comprends un peu la perplexité de l'électorat ouvrier devant cette combinaison un peu bizarre, cette association de la carpe et du lapin, et du même coup, il n'est pas élu. Il a quand même une majorité dans la circonscription étroite où il est, mais c'est un scrutin départemental, et il n'est pas élu. Et donc il en a aussi éprouvé beaucoup d'amertume. Donc il y a tout cela qui le marque. Il va fonder un journal qui ne durera que peu de temps, le Bloc des Rouges,
dont il assurera la rédaction de quelques numéros en 1923, avant d'être victime d'une anesthésie mal contrôlée quand on va l'opérer d'un anthrax à la gorge dans un hôpital parisien, et il meurt à 45 ans. Et donc la carrière de Brizon s'arrête là. C'est pour moi cet homme qui mérite d'être connu, fut oublié très longtemps. Son collègue Alexandre Blanc l'a salué en termes émouvants au moment de sa mort. Julia Bertrand aussi, vous le rappelez, c'était au début de mon propos. J'ai essayé de lui redonner consistance en écrivant mon livre. C'est quelque chose de nouveau que des historiens de nouveau, maintenant, semble-t-il, intègrent Brizon dans leurs réflexions. Et j'ai fait allusion au fait qu'on avait constitué une association, qu'on va donc prévoir un colloque, qu'on organise un colloque dans un mois, dans un mois et quelques jours. Et donc, si parmi vous, je sais bien que vous avez une occupation importante le 29, mais si le 27, il y en a qui sont libres, eh bien, ils sont invités à venir à Franchesse, qui est au nord. En juin, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Ah oui, en juin, 27 juin. Franchesse, c'est à une trentaine de kilomètres de Moulins-sur-Allier, au nord-ouest de Moulins-sur-Allier. Eh bien, voilà ce dont je voulais vous entretenir, et je vous remercie de votre attention. Merci bien. Merci Pierre.